premier round, d'ailleurs, j'ai eu les deux dents cassées. Je prends un coup de genou premier. À un moment, le médecin il va pour arrêter le combat. Mon ancien coach, le premier, il me dit vas-y, tu continues, tu continues. Et le deuxième, si j'arrive à l'amener au sol, c'est ouf quand même. Hein. Et après, c'est que du mental. Il y a même des moments où je m'en rappelle plus. Donc, Ok. j'aime bien GSP, mais franchement, Kamaru Usman, c'est très très fort. Ok. Pour moi, c'est beaucoup plus fort. Il y a beaucoup de monde qui font la queue pour être les meilleurs. Donc, si tu t'entraînes pas dur, ça marche pas, quoi. C'est ça. Salut à tous, on se retrouve du coup sur la chaîne Karaté Bushido Actu, comme d'habitude, Absalon MMA pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, je suis avec un nouveau prospect français. C'est la 5e fois qu'on le fait maintenant avec un de nos prospects français. Aujourd'hui, on a Romain Debienne. Romain Debienne qui a une quinzaine de combats professionnels aujourd'hui. Il va combattre le 20 décembre face à Michael Lebou pour un autre classique, parce qu'on appelle cet événement le classique, mais il n'y aura pas qu'un seul classique lors de ce KSW 101. N'oubliez pas que le podcast est aussi disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, sur toutes les plateformes de podcast que vous connaissez. Romain, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien. On se prépare donc on fait cette interview et après on décolle à l'hôtel pour le début du cutting. Donc on est plutôt bien dans les temps sur le poids et voilà quoi, puis prêt pour le combat derrière. Tu m'as parlé un peu de comment tu te sens avant le combat. Est-ce qu'il y a une difficulté à faire les médias? C'est quoi ta relation avec les médias, surtout en Fight Week? Bah écoute, moi je commence à être plutôt à l'aise avec les médias, comme j'en fais beaucoup. Donc j'ai des bonnes relations avec eux, ça va tout seul, c'est fluide. À force de faire questions-réponses, tout ça, je commence à connaître. Donc voilà, écoute, c'est nickel. T'as un personnage qui est assez sombre, entre guillemets, pour l'instant, avec ce que tu montres sur Instagram. Tu fais assez peur, on va dire. C'est Ouais. un peu ce que tu présentes, en tout cas. Mais moi, maintenant, en te rencontrant, je peux vraiment confirmer que tu es super sympathique et tout. Est-ce qu'il y a un personnage que tu veux présenter un peu devant le public? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais consciemment? Je sais pas vraiment, non, je pense que je suis plus moi-même. J'aime bien le côté artistique des photos, donc des fois, oui, j'essaye de faire un peu le méchant, le bad boy. Des fois, j'essaye de faire un peu le mec souriant. J'essaie de faire un peu tout, quoi. Et c'est ce que je suis, c'est mon identité. Donc voilà, mais je suis pas qu'un gars méchant, non. Ok. Ce combat, on l'appelle un peu le choc des générations. Je sais que tu as pas mal suivi la carrière de Michael Lebou à l'époque où il était, lui, à l'UFC. Est-ce que c'était un combattant que tu admirais particulièrement? Qu'est-ce que tu pensais de lui à l'époque où toi, tu n'étais pas encore dans le circuit? Ouais, j'ai toujours trouvé que c'était un combattant qui allait beaucoup à la guerre pendant ses combats. Moi, quand j'ai commencé les MMA, je le voyais déjà combattre au GFA. Et après, je l'ai vu partir à l'UFC. Je devais avoir 18-19 ans, donc j'étais jeune. Lui, il devait avoir peut-être là 30 ans, je crois, je sais plus. Enfin, 28, 29 ans. Mais bon, j'ai toujours trouvé que c'était un combattant agressif. Un style assez complet, il était bon dans tous les compartiments. Je dirais même un peu moyen dans tous les compartiments, ce qui fait que c'est un très bon combattant des MMA. Et voilà, tout simplement. Tu as dit qu'il a un style un peu agressif, c'est un style que tu admirais, du coup, que tu as un peu copié aussi. Ouais. Dernièrement, il a parlé du fait que tu n'as pas le meilleur fight IQ, entre guillemets, du fait que tu comptes beaucoup sur ta puissance, c'est une force, mais c'est aussi quelque chose qui te fait parfois faire des erreurs comme lors de tes premiers combats. Ouais. C'est quoi ta réponse à cette remarque? Non, je pense que, bon, je n'avais pas encore répondu à ce qu'il avait dit, Mika. J'avais dit que ouais, j'aimais bien faire dormir les gens. Mais si on parle du Fight IQ, par exemple, il y a un combat où j'ai beaucoup été intelligent, c'était face à Boarama Kamara au Bellator. J'ai su gérer un premier round où je voulais pas trop rentrer pour temporiser. J'ai géré le rythme pendant le premier round. J'ai travaillé beaucoup en déplacement parce qu'il était grand, donc c'était difficile à cadrer. Et deuxième round, j'ai appuyé mes appuis et j'ai frappé un peu plus fort, donc je savais comment et ça l'a déstabilisé. Et c'est pour ça que j'ai pu placer un gauche-droite. Donc je pense qu'il se trompe sur ce côté-là. Après, c'est vrai que j'aime bien ce style un peu spectaculaire, un peu à la. Comme je dis, je m'identifie un peu à un combattant que j'ai aimé pendant ce début, c'était Chuck Liddell, une grosse anglaise un peu de bûcheron, quoi. Et j'aime ce style un peu. Ok. Avant qu'on rentre directement dans l'actualité de ce combat-là, j'aimerais pour les gens qui te découvrent à travers cette vidéo ou même qui vont te découvrir à travers ce combat au KSW, qu'on connaisse un peu mieux ton parcours. T'es passé par l'armée. Je suis curieux de savoir qu'est-ce qui a été la décision. Pourquoi est-ce que tu es allé à l'armée? Qu'est-ce qui a été Bon, je la pense raison? que je voulais me complémenter en tant qu'homme. Je voulais un peu découvrir ce milieu, changer du civil et donc voilà. J'aimais bien ce côté guerrier, tout ça. Avec quel âge? Alors quand je suis parti à l'armée, je devais avoir, je crois que j'avais 20 ans, 20 ans, ouais, 20 ou 21, je sais. Tu avais commencé la fac ou même pas? J'avais fait une année de fac avant, et après je suis parti à l'armée directement, mais c'est vrai que ce que je voulais dans l'armée, c'est ce côté guerrier. Mais je pense que je l'ai plus retrouvé encore dans le MMA à haut niveau où je suis maintenant que
que dans le milieu militaire. Ok, donc tu sens que ça t'a quand même apporté quelque chose, mais finalement le MMA est tellement plus demandant en termes de courage, etc., que c'est pas forcément un game changer. Ouais, je pense que pour l'armée, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les classes. Ok. C'est les 3 premiers mois parce qu'on a vraiment souffert, on était dans un moule qu'on connaissait pas. Et apprendre l'unité, bon, c'était un peu moins ça, quoi. On se retrouvait un peu. Moi, j'aimais pas trop. Et j'ai plus trouvé de la motivation, de la détermination, de l'envie, de l'engouement dans le travail de faire des combats en MMA. Parce que ça demande vraiment de se surpasser à chaque fois. Et c'est vrai qu'en unité à l'armée, je trouvais que je stagnais un moment. Donc voilà, j'ai préféré continuer sur. Et puis je préfère le combat en 1 contre 1 parce que ça m'identifie plus à moi-même Ok. que m'identifier à une unité ou à un groupe. Donc voilà. Et il y avait des combats là-bas, il y avait une formation en arts martiaux. Il y a ce qu'on appelle le tueur, mais bon, c'est des systèmes de défense, c'est pas encore comme du MMA. Mais C'est pas ça qui t'a donné envie d'aller vers le MMA. j'avais déjà commencé les Ok. MMA avant. Et bien justement, je veux te parler de ça. Tu fais partie des combattants qui ont commencé comme beaucoup avant que ce soit légal en France, pendant le pancrace, etc. Ouais. Si j'ai bien compris, tu avais fait des combats en clandestin. Je connais l'histoire aux États-Unis. Je sais qu'il y avait des endroits où ils faisaient semblant d'avoir des sets de cinéma. Ils faisaient semblant de faire des acteurs en fait, et ils se retrouvaient à combattre pour de vrai. Et c'était comme ça qu'ils faisaient. Vous, comment est-ce que ça se passait? Non, moi j'ai fait un gala. Alors, je sais plus quelle année, je pourrais pas le dire. On est en quelle année? En 2024, donc c'était peut-être en 2017 ou en 2016. J'ai fait un gala de pancrace. Tu sais, c'était le pancrace à l'époque. Sauf que c'était underground dans une. Je dirais pas le nom de ce combat, mais il est bien sûr sur Sherdog, sur mes Sherdog. Ok. Et ils ont basé l'événement Luxembourg, alors qu'au final il était en Île-de-France. Et les règles étaient en MMA. Ok. Donc je pense que je fais partie des premiers gars à avoir combattu en MMA en France. Non officiellement, mais en tout cas j'ai fait un combat de MMA en France alors que c'était pas encore légal. Ouais. Il y en a beaucoup comme ça qui ont commencé le MMA vraiment très tôt et qui ont vu du coup le sport décoller sans eux. Comment on le vit un peu du coup, je dirais ces 3 dernières années où on parlait pas du tout de toi, du moins tu n'étais pas au devant de la scène. Là, c'est une très belle occasion de démarrer un peu cette hype en France en tout cas. Mais comment on le vit du coup ces 3 années où tu es là dans le game depuis longtemps et tu vois d'autres personnes prendre la lumière parfois qui ne sont même pas dans le game depuis longtemps en plus? Ouais, bah après c'est le jeu, c'est comme ça. Moi je suis résilient, donc je travaille toujours. C'est clair que par rapport au record, au dernier combat que j'ai fait, j'ai pas eu la médiatisation que j'aurais dû. Mais je pense que c'est le jeu, c'est comme ça. Et puis je suis résilient, je continue. Au final, ça me donne l'opportunité de briller à la Défense Arena ce week-end pour être un peu plus connu du grand public. Et c'est une belle occasion. Mais voilà, avec du travail et tout, on arrive toujours à ce qu'on veut au final. Tu as combattu du coup là dernièrement au PFL du coup, aux États-Unis. Ouais. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur ton expérience là-bas, sachant que c'était ton seul combat là-bas? Maintenant, tu as combattu dans toutes les organisations autres que l'UFC qui sont connues. Hein. Je pense que tu as fait Bellator, PFL, là ça va être KSW, Octagon. KSW là. Est-ce que déjà c'était l'organisation la plus prestigieuse dans laquelle tu as été, que tu l'as vraiment senti? En termes de niveau, oui. En termes d'organisation, non. Ok. Mais en termes de niveau, oui, c'est clair que quand on regarde le roster 77 kg du PFL Regular Season, c'est très très élevé. Comme Shamil Musaev là, qui a été champion, c'est vraiment du très très haut niveau, c'est largement du niveau UFC. Et non, en termes de niveau, oui, c'est ce qui se fait de mieux. Mais tu as dit en termes d'organisation, non. En quoi? Non, bah, j'ai trouvé que c'était pas. Je pense que là, ce qui va se passer ce week-end, c'est encore mieux. Je pense qu'en France, on est plus chouchouté. Là, quand j'ai combattu, il n'y avait personne dans le public, c'était un peu fade. J'ai pas trouvé de grosse ambiance. C'est le problème du PFL, il n'y a pas beaucoup de public. Mais donc je pense que c'est mieux de combattre en France. Et là, ça me fait plaisir de retrouver le public parisien, quoi. C'est ça. Et surtout qu'il va y avoir de très gros combats avec des personnalités assez connues, en tout cas dans le milieu français. Donc le public sera au rendez-vous, c'est sûr. Ouais. Est-ce que ça te rajoute un peu de pression? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes bien? Ouais, je suis content parce que au début, on devait être co-main event. Bon, après, ils ont dit co-main event. Et puis au final, on se retrouve en début de main card. Je crois que c'est ça. On est sur la début de la main card. Bah écoute, c'est pas plus mal. On va essayer d'ouvrir le bal comme il faut. Et puis voilà, de toute façon, c'est un combat, c'est un combat. Il faut le faire, que je sois tête d'affiche ou pas, mais c'est clair que ça fait du bien d'avoir des gros combats derrière, comme ça le public sera présent déjà au début de la main card. Ce qui est bien avec ce combat, c'est qu'il y en a qui pensent que c'est un risque pour toi parce que tu prends un combattant qui est très expérimenté,
Et de l'autre côté, il y a des gens qui pensent que c'est un risque pour Michael du fait que bah, tu es un combattant jeune, que tu es explosif, etc. Où est-ce que tu penses que les gens se trompent dans leur estimation de ce combat? Bah, moi, je pense sur ce combat, je vais être honnête, je pense que c'est du 50-50. Ok. Je pense qu'il y a un côté, oui, jeunesse, fougue, force de frappe, tout ça qui peut être de mon côté, mais il y a son côté qui a, au niveau cardio, expérience, gestion des rounds qui est de son côté. Il ne faut pas le négliger, il a 2 fois plus de combats que moi. C'est un facteur, c'est un facteur à prendre en compte. Ça va être un combat difficile, moi je le sais d'avance. Mais voilà, pour moi c'est 50-50 en tout cas. Ok. Pour la suite de ta carrière, tu as pas mal d'options. Est-ce que tu fais partie des combattants qui ont une vraie ambition d'aller au top et de se tester vraiment avec les meilleurs? Ou est-ce que tu fais partie des combattants qui essayent d'en gagner au maximum leur vie, tout simplement? Écoute, moi j'ai pas trop de vision sur l'avenir, hein. Ok. J'essaie de vivre au combat par combat, au jour le jour, je me projette pas trop parce que voilà, je crois en moi, je continue et c'est ce qui m'amène à en être là malgré la dernière défaite, ouais c'est clair. Mais non, non, franchement je me projette pas encore. Je me projette sur le combat que j'ai déjà ce week-end. Après il y aura un autre combat et voilà. Ouais. C'est marrant parce qu'il y a vraiment beaucoup d'approches différentes en MMA. Autant il y a des gens qui sont très très confiants et qui le montrent à chaque fois, autant il y a des gens qui pensent que en parler c'est se porter l'œil. Ouais, moi je suis un peu. En fait, chacun fait ce qu'il veut. Moi je dis juste que je prends le truc comme ça vient, quoi. J'essaie de vivre au jour le jour, tranquille, quoi. Ok. Un autre aspect où il y a pas mal de visages, j'allais y venir, c'est qu'il y en a qui sont très méthodiques, qui voient le sport vraiment comme un sport purement, et d'autres qui sont très axés sur presque la méchanceté, on va dire, qui veulent vraiment en finir. Ah. Où est-ce que toi tu te situes dans cette question? Moi j'essaie de. Non, non, j'essaie d'être. Là, je pense que je suis un peu des deux. Ok. D'avoir un côté un peu quand même. Voilà, je montre que je suis là, tu vois. Mais je sais que c'est du sport aussi. Donc je me situe un peu entre les deux, quoi. Je veux pas trop faire le méchant et je veux pas trop faire le mec très humble sportif. Faut temporiser, il faut un juste milieu entre ces deux côtés. Tu sembles vraiment mesuré, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont besoin d'en vouloir à leur adversaire, ce genre de choses. Tu te sens pas comme ça? Non, non, non. Ok. Et de toute façon, ça se règle dans la cage, donc oui, ça peut faire hyper des combats. Peut-être que ça arrivera un jour, peut-être que je le ferai, je sais pas encore, mais en tout cas, c'est pas encore dans les prévisions. Si Mika avait peut-être lancé un truc, on aurait pu, tu vois. C'est ça. Mais non, non. Et puis après, il y a un bon esprit quand même. Mais bon, ça sera la bataille quand même dans la cage. Parce que justement, Michael, c'est quand même quelqu'un avec qui tu t'es entraîné dans le passé. Il y a un truc dont moi je parle souvent, là, dernièrement dans la chaîne, c'est les combattants qui affrontent des combattants avec qui ils sont entraînés dans le passé. Ouais. Il y a toujours une dynamique qui s'impose à l'entraînement où celui qui est le plus fort, il apprend. C'est un peu le grand frère de sparring. On accepte sa position, on est humble parce qu'on est à l'entraînement. Ouais. Mais c'est très dur parfois de sortir de cet esprit-là et de cette dynamique quand on arrive dans le combat. Et c'est pour ça qu'on a des Yann Gary qui perdent face à Shavkat, c'est pour ça qu'on a des Volkov qui gagnent face à Pavlovich parce qu'ils s'entraînent à l'entraînement. On sait qu'il y a une personne qui est meilleure. Et au combat, ça se ressent. Ouais. Mika, ouais, il y avait beaucoup de respect quand même quand il s'entraînait avec nous. Surtout pendant les sparring, il m'a appelé souvent, ouais, Romain, je veux avec moi sur ça, sur ça. Mais après, non, il faut savoir faire la part des choses entre l'entraînement et le combat, quoi. Moi, en tout cas, j'arrive à faire la distinction. Bourama, on s'est entraîné ensemble avant le temps, on savait pas qu'on allait s'affronter. Au final, on s'est affronté et puis c'est comme ça. Ok. Parce que je pense que là, avec Varela et Saladin Parnas, c'est un des problèmes qui va peut-être se poser. Et mon hypothèse aurait été que justement, il fallait casser ça à l'approche du combat, que ce soit dans les conférences de presse, par le trash talking, etc. Toi, c'est quelque chose que, en tout cas, tu ne te sens pas de faire parce que dans la cage, tu penses que ça peut suffire pour briser ce truc-là. C'est pas que je veux pas le faire, c'est que j'en ai pas eu encore besoin. Il n'y a pas eu encore je pense que j'ai pas eu de combat avec une tension vraiment unanime. Donc voilà, j'ai pas besoin. De toute façon, la cage parle en elle-même, comme je le dis. Ok. En cas de victoire, est-ce qu'il y a un message en particulier que tu prépares, que ce soit au micro ou que ce soit post non, mais la victoire, ça sera les remerciements d'abord à ma mère, après à tous ceux qui m'ont aidé pour ce camp, et puis un message liant. Il y aura un message global, mais bon, je préfère garder je préfère le garder pour le 20 décembre si je dois en dire un. Yes. Tu reviens du Brésil là très récemment. À quel point est-ce qu'il y a eu un impact? Est-ce que tu l'as ressenti quand tu es arrivé là-bas, que les personnes avec qui Daniel t'avait dit que tu allais t'entraîner, c'était effectivement des pointures?
Voilà, il y avait du très très gros niveau au Brésil, mais bon, ce qui a été important, c'est déjà de se mettre dans un pays étranger, de pouvoir se mettre dans une bulle de combat, tu sais, de pas avoir les copains à l'extérieur. J'étais dans une villa avec tout ce qui est les managers, tout ça, donc il y avait vraiment une optimisation au niveau de la diète, vraiment sur tout. Donc sur ça, vraiment, ça a été bien. Et puis il y avait du très gros niveau à la Nova União et à, qu'est-ce que j'allais dire, Nova União et la RFT Botafogo, c'est les deux gros clubs où on s'entraînait. Donc du gros niveau, du gros sparring. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a essayé de temporiser tous les entraînements. Comme ça, il n'y avait pas de trop grosse fatigue à chaque fois, tu sais. Dès que je sentais qu'il y avait trop de fatigue, je ralentissais. Ce qui fait qu'on a pu s'entraîner tous les jours à une bonne intensité, donc c'était bien. Il y avait des combattants en particulier, je sais que c'était à celle de Chromado, c'est ça? Chromado. Est-ce qu'il y avait des personnalités particulières avec qui tu as pu tourner là-bas? Bah, il y a Carl Sonaris, là, qui est un des welters à l'UFC. Ok. Après, tu as Todinho Jefferson, le champion du LFA. Le LFA, c'est un peu comme l'Ares en France, mais au Brésil. Le champion lightweight. Et il y avait Marcio Barbosa. Bon, lui, c'est un tueur à gage. 16-0, je crois. Avec qui tu as pu tourner aussi? Ouais, ouais. Qui fait très mal. Qui m'a Ok. fait mal, d'ailleurs. Ok. Tu fais partie des combattants justement qui là vont pouvoir faire un peu le classique, comme je dis, il y a plusieurs classiques sur la carte. Tu suivais sûrement le modèle que a imposé un peu l'ARES à l'époque des combats entre Michael Lebou et Carla Moussou, à l'époque des combats entre Amin Ayoub et Damien Lapillus, etc. Est-ce que tu vois ce combat, toi, comme un classique aussi qui va rester un peu dans les annales où on va se dire, ok, c'est quand on a eu un gros combattant français qui a affronté un autre combattant français, est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses? Ça serait bien, ouais. Ça serait cool que ce combat il reste un peu dans les mémoires, quoi. Ouais, parce que c'est quand même un nom, Michael, c'est un gros nom dans les MMA français, donc c'est important pour moi de faire ce combat et de le marquer comme je peux à ma manière. Et ouais, c'est important, quoi, parce que c'est bien à mon niveau d'affronter des noms comme ça, quoi. Ok. Donc, je reviens juste sur ta préparation au Brésil. Tu n'as pas encore de soumission pour l'instant dans ta Non. carrière. Non. Est-ce qu'il y a une possibilité que ce soit ce à quoi on assiste là au TSW? Bah, écoute, rien n'est impossible, mais bon, c'est pas du tout mon profil de base. Ok, donc tu n'as pas forcément préparé ça en Mais ça particulier. ça peut sortir sur une surprise, évidemment. Ok. Il y aura sûrement des surprises d'ailleurs Ok. vendredi soir. Ok. Justement, dans ta préparation, quel a été l'impact de Daniel Warin quand tu l'as rencontré D'ailleurs, comment tu l'as rencontré, Daniel Warin? C'était à l'époque avec Benoît, mais bon, j'avais demandé à Benoît pour venir m'entraîner avec eux. J'ai très vite intégré le noyau, je suis venu souvent. Il y a une préparation d'un combat pour la ceinture au GFA. Benoît, que tu connaissais du coup Un comment? peu avant, on s'était vu au stage de la BTT. J'avais été. Tout s'est fait beaucoup avec la Bulgarienne, avec Guillaume Belchier, avec la Bulgarienne Top Team. Et non, donc là j'ai connu Benoît. Donc j'ai intégré le noyau, j'avais un combat pour la ceinture du GFA. Mhm. Et, je suis venu souvent. Et après, Daniel s'est fait contacter par l'organisateur. Et puis il a accepté de venir dans mon Il coin. avait vu quoi en toi? Parce qu'on sait que. Je pense ce qu'il a vu déjà, c'est sur le premier combat. On a fait 5x5. Mhm. Premier combat que je fais avec lui, j'ai fait 5x5 et il a vu que je l'écoutais bien, quoi. Ok. Donc il s'est dit ouais, il y a un potentiel et puis ça s'est fait comme ça tout doucement et j'avais pas encore le punch power. J'ai fait 5x5 bon, un peu à la Pereira, tu sais, tu lui mets des coups de sable de temps en temps mais ça le fatigue, ça lui diminue sa jauge au fur et à mesure et voilà, c'est venu comme ça. Ok. Et toi, tu avais vu quelque chose en lui aussi où tu t'étais dit, ça se voit que c'est un bon coach? Parce que je sais que Mathieu avait dit que la première fois qu'il l'avait vu, il ne le voyait pas du tout comme un coach vraiment particulièrement attractif, on va dire. Il paraissait presque un coach loisir, pour reprendre les termes qu'il a dit. Est-ce que c'était ce que tu avais ressenti aussi? Non, on voyait déjà l'expertise on voyait déjà qu'il avait une expertise de connaisseur, tu vois. Après, direct au premier combat, je l'ai écouté dans le coin et tout ce qu'il disait, c'était bien. J'ai senti qu'il y avait quelque chose et puis c'est venu comme ça. Et au final, son nom, il a explosé quelques combats après, avec Benoît, quoi, avec l'UFC, tout ça. Il y a eu une montée et on a commencé à le connaître. Et au final, j'avais pas tort, quoi, parce que il y a beaucoup de KO que j'ai mis à qui je lui dois beaucoup Ok. parce qu'il m'a vraiment fait travailler sur les changements de niveau, la façon dont placer le bras arrière maintenant qui est un peu connu, quoi. Mhm. Et voilà. Et je sais qu'il fait des game plans vraiment précis à chaque fois sur chacun de ses combats.
On se souvient de l'action la plus connue pour Daniel Warin, c'était avec Anderson Silva quand il avait donné précisément, je ne sais pas si tu as la ref, où il avait donné précisément comment est-ce qu'il allait le mettre KO. Et Anderson Silva avait réussi à la placer. Sur James Irvine, je crois que c'est ça. Semble. Irvine, non? Est-ce que là on a la même chose du coup où il te donne un truc assez précis? On a des chips. Ok. Il y a des chips. Après, le problème du combat, c'est que tu ne sais jamais comment ça se passe. Mais il y a des trucs à placer qu'on va devoir placer. Et ça, c'est la botte secrète du chef. Donc on verra bien. Avec BSD face à Frévola aussi, pareil. Voilà, c'est ça qui ressort en sortie. Tout ça. Ok. Tu as dit que le MMA est bien plus dur que l'armée, en tout cas, que ce que tu as connu à l'armée. Enfin, évidemment, que tu as eu plus d'impact, en tout cas le MMA a eu plus d'impact dans ta vie à l'armée. C'est quoi la chose la plus éprouvante que tu aies connue à l'armée et au MMA? Bon, alors c'est les deux en fait en même temps. Ok. Parce que j'ai fait mon premier combat de pro en pancrace pendant mes classes à l'armée. Et j'ai dû perdre 10 kilos en 2 semaines. J'avais pas le système de cutting, je connaissais pas, donc j'ai pratiquement pas mangé. Je partais en. Ouais, c'était horrible. Et ils m'ont lâché le week-end pour aller faire mon combat. Je m'étais pratiquement pas entraîné. J'ai affronté un Tchétchène qui était super fort. Ma première round, il m'a massacré. Je me suis dit comment je vais pouvoir tenir le combat. Et au final, je suis revenu dans le deuxième et troisième et je l'ai battu à la décision partagée au GFA. Ça, c'était incroyable. Je pense qu'il y a peu de gens dans leur vie qui auront ce truc-là, quoi. De faire un combat des MMA sans s'entraîner, en pro, en pancrace. Alors, tu sais, quand tu fais du cutting, tu te pèses la veille. Sauf que moi, ils m'ont libéré le vendredi trop tard, mes instructeurs. Donc, j'avais plus de train pour aller à Nîmes. J'étais de Lorient, Bretagne jusqu'à Nîmes. Et ça m'a libéré trop tard. Donc, j'ai dû dormir à Paris. Je me suis pesé le samedi midi, complètement en mode zombie pour combattre le soir. Donc, il n'y avait pas eu de temps de récupération. Ok. Et au final, c'était la guerre dans ma tête, ce combat-là. Et tu étais aussi en dessous au niveau du poids, en plus d'être lessivé du fait que tu as dû perdre du poids. J'avais rien pour moi pour ce combat-là. Et au final, j'ai gagné. Premier round, d'ailleurs, j'ai eu les 2 dents cassées. Ok. Je prends un coup de genou premier. À un moment, le médecin il va pour arrêter le combat. Et mon ancien coach, le premier, il me dit vas-y, tu continues. Et deuxième, si j'arrive à l'amener au sol, c'est ouf quand même. Et après, c'est que du mental. Il y a même des moments où je ne m'en rappelle plus. Donc, ok. Est-ce que tu as du mal encore aujourd'hui avec le poids? Est-ce que c'est une question qui se pose de peut-être c'est toujours dur maintenant parce qu'on décide de cutter beaucoup. Donc ça a été une décision de Daniel depuis me laisser en 84. Parce que j'avais fait un premier combat à 77 au tout début. Bon, c'était faible. Après, j'ai reparti en 84 et là, je suis redescendu en 77. Et c'est une décision de Daniel. Donc c'est toujours dur le cutting. Mais c'est un combat avant le combat, quoi. Ok. Donc, premier combat ce soir déjà. Ouais. Donc il n'y a aucun projet pour l'instant de changer. Tu es très bien dans cette catégorie, même si c'est très difficile pour l'instant de. Ouais, le coaching c'est difficile. Après, il faut bien recharger. Mais ça va le faire, Okay. Il y a un sujet que je voulais particulièrement aborder avec toi. Les combattants, je dis toujours que vous êtes un peu des entrepreneurs parce que, de un, vous êtes des contracteurs indépendants. Et en plus de ça, vous devez gérer pas mal de choses autour de votre carrière. Vous n'êtes pas comme des footballeurs, par exemple, qui font partie d'une structure, etc. Toi, tu es quelqu'un qui aime bien quand même profiter de la vie aussi, tu l'as laissé savoir. C'est quoi ta philosophie par rapport à l'équilibre travail et fiesta. C'est ça. Non, mais j'avais pas su le gérer avant. D'ailleurs, ça m'a porté préjudice au PFL parce que je suis sorti pendant la préparation. Du coup, j'étais fatigué, décalé dans les entraînements. J'ai accumulé un peu trop de poids. Donc, j'ai pas été sérieux. Ça m'a coûté le combat. Et depuis ce jour-là, en tout cas depuis la reprise pour le prochain combat qui arrive, qui est d'ailleurs après-demain, j'ai décidé d'être sérieux. Donc je me suis mis dans une bulle pour ce combat-là et j'ai réussi à trouver un équilibre. Donc j'ai arrêté de faire la fête et je me suis concentré sur une grosse préparation pour avoir un bon physique, un bon cardio dans le combat et ne pas s'écrouler après quelques coups, quoi. Parce qu'au final, ce qui s'est passé au PFL Chicago, c'est que je ne prends pas un réel KO, je me fais sonner sur un coup, mais je m'écroule de fatigue, on le voit, je plonge, mais je ne suis pas réellement KO. C'est l'accumulation du cutting, du décalage, toute la préparation. Et au-delà de ça, en plus, oui, c'est vrai que j'étais face à un adversaire qui était coriace, donc je ne me suis pas préparé en condition pour. Et j'ai décidé de changer tout ça pour ce combat. Parce qu'il y a beaucoup de combattants là, qui sont là, que ce soit en amateur ou qui font leur début en professionnel, qui hésitent justement entre se divertir entre chaque combat, par exemple, ou se divertir vraiment après la carrière.
toi, le rythme que tu choisis, c'est plutôt entre chaque combat, ça t'aide à te motiver? Non, je pense qu'il faut se relâcher entre chaque combat. Je pense Ok. que c'est pas possible après, sinon tu es trop tendu. Je pense que après ça dépend, chacun à sa manière. Moi j'aime bien sortir voir mes potes, je suis un bon vivant, comme je l'ai toujours dit, j'aime bien les gens. Voilà. Mais après il faut un équilibre. Il faut savoir mettre la limite. Moi j'arrivais pas avant, maintenant j'arrive à le faire. Il faut mettre la limite pour enchaîner derrière parce que c'est vrai que il y a beaucoup de monde qui font la queue pour être les meilleurs. Donc C'est ça. si tu t'entraînes pas dur, ça marche pas quoi. C'est ça. Et là, justement, après ce combat, en plus, on a Noël directement. Est-ce que tu penses que tu vas monter de fou au niveau du poids? Est-ce que tu penses que tu vas... Ouais, ça c'est le problème des fêtes de Noël. Après, je sais pas, je pense que je vais me laisser aller là. Après, début janvier, on va reprendre un rythme normal quoi. Ok. Tu es fan de MMA depuis un bon moment, je suppose. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, là, tu suis encore tout ce qui se passe là dans l'actualité. Ok, donc dans ta catégorie à l'UFC, juste pour le fun, même si tu n'as pas forcément l'ambition d'y aller, est-ce qu'il y a des combattants où tu les regardes et tu dis, mais je pourrais faire quelque chose contre lui? Ouais, bah. Il y en a un. Bah après, ouais, tu veux que je te dise un nom? Ah non, ouais, pourquoi pas? C'est ce que veut le public. Je sais pas, franchement, Delena, non? Ok. Jack De la Delena? Madalena. Jack de la Madalena. Madalena, ouais, je pense que je pourrais Ok. je suis bien entraîné, ça pourrait faire un. Après, je sais pas, je connais pas le niveau, moi c'est ce que je vois à la caméra. Mais après, ça tombe dans la cage, il est encore plus fort que ce qu'on voit T'as déjà visuellement, tu vois. Ok. Non, j'ai jamais tourné avec lui. Non, avec C'est des combattants UFC. Bah, j'ai déjà tourné Kramzat. En 77, Carlson Harris, là, qui est à l'UFC, que Shavkat avait affronté, j'ai tourné avec lui là, à Botafogo, là, à Rio. Par exemple, un combattant que je trouve fort en 77 à l'UFC, Morales, je crois que c'est ça, un Cubain ou un Portoricain, je sais plus son nom. Ok. Je sais pas si tu vois, Miguel Morales, je sais plus. En 77, j'ai pas personne. Mais, Moi, je sais plus ok. son nom, mais il y en a un qui est fort. Bon, enfin, il y en a beaucoup de Ok. forts. Hein. Mais en tout cas, tu sens que ton niveau est. Tu serais loin d'être ridicule face à ce. Non, mais je pense que combattant de si je m'entraîne dur, ouais, si je continue à m'entraîner dur, je pourrais essayer de faire quelque chose. Mais le problème du combat, c'est que tu sais jamais comment ça C'est se ça. déroule. Mais c'est hein. important pour ceux qui te découvrent, pour te situer un J'ai peu quand au même fait niveau des du niveau. performances au Bellator. Voilà, quoi, j'ai su tenir des niveaux. Et bon, le dernier combat, ça s'est mal passé, mais je veux dire, là, je pense que j'essaie que. Bon, j'ai pas non plus encore tout avec moi, comme je l'ai dit, ça reste entre nous. mais je suis bien prêt quand même pour ce Bien combat, sûr. donc voilà. Ok. Et petite dernière question sur la catégorie et sur la manière dont tu suis l'UFC. Il y a un débat entre le GOAT de ta catégorie, c'est soit GSP, soit Kamaru Usman. Toi, tu es plus de quel côté? J'aime bien GSP, mais franchement, Kamaru Usman, c'est très très fort. Ok. Pour moi, c'est beaucoup plus fort. quand même. Ok, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que du coup, c'est une des raisons Il pour faut qu'on lesquelles. soit. Enfin, je sais pas, je pense qu'à un moment, il faut être réaliste. Énorme respect pour Georges Saint-Pierre, pour ce qu'il est, pour sa carrière, pour le nombre de fois qu'il est champion. Mais à terme égal, en termes de niveau, s'il y avait un face-à-face, je pense que Kamaru Usman serait au-dessus. Georges Saint-Pierre l'a lui-même dit à cause du fait que le niveau, Le niveau a augmenté avec augmente les années. avec les années. Et normal. ça c'est réel, Kamaru Usman. Et puis j'adore vraiment son style. Bon, le problème, c'est qu'il a pris ce high kick. Après, il a refait un combat où bon, c'était serré, mais on le sentait hésitant. Après, il a réussi à tenir Khamzat en 84. Voilà, franchement, c'est un crack hein, quand même. Kamaru, il est super, super fort. J'adore sa façon de combattre, comment il bouge. Et voilà. Comment il a changé son style Moi, c'est en un des partant sur la combattants que boxe. j'aime beaucoup dans 77. Ouais. Ça me fait plaisir de l'entendre d'un combattant professionnel du Ah coup, ouais parce que pour l'instant c'était juste un avis d'un fan et j'ai été Non, beaucoup sa façon critiqué dont pour il ça. bouge, sa préparation d'attaque, son anglaise, vraiment. En plus, il a un super coach, je sais plus son nom là. Trevor Whitman, Trevor Whitman, ouais. excellent. Mais oui du coup, et toi où est-ce que tu te situes en France dans les welterweight avec Abdul, Ça, c'est la question après. c'est- Ça va c'est- être. Comment repris, tous les Repris, Cédric ouais. Doumbé, Baki, etc. Est-ce que tu te situes Bah, je sais pas, top 10, top 5. Ok. Je me situe même pas en vrai. Ok. Je prépare. Je pense d'abord à mon combat et puis après je me resituerai, on va dire. Ok. Bah écoute, c'était une super interview. J'espère que les gens ont pu te découvrir et que tu vas pouvoir te révéler lors du KSW ce 20 décembre. Les gars, abonnez-vous à la chaîne. Et gros big up à Ryan Gillet, l'optimisateur de la performance. On est dans son studio MC. Si vous voulez quelqu'un pour optimiser vos combats, venez ici, Studio MC sur Instagram. Ryan Gillet, optimisateur de la performance. Merci à Absalon MMA, merci à Karaté Bushido. Et voilà, rendez-vous dans 2 jours pour la bataille. Parfait. Et bah les gars, à la prochaine.
Peace.